qui démarre là. Il est parti, il est lancé. Ça roule. Dans les gorges du Doubs, ces deux passionnés commencent un périple à moto sur les plus belles routes d'Ardèche. Nicolas Faure propose des randonnées à moto dans la vallée. Aujourd'hui, une historienne, Élodie Blanc, va l'aider à élargir son circuit. Alors voilà, on va essayer de voir si on le revoit, le petit train là. Il doit juste en contrebas, dans les gorges. Il attaque les gorges. C'était une prouesse technique d'arriver à passer dans cette vallée. Il y a des endroits où il a fallu creuser le rocher, à la pelle, à la pioche. Leur itinéraire de 200 km commence le long de cette ancienne voie de chemin de fer qui suit les méandres du Doubs. La rivière a creusé des gorges profondes dans le plateau ardéchois, donnant naissance à un paysage spectaculaire. La ligne date de 1891. Elle vient d'être remise en service. Cette locomotive est classée monument historique. Alors voilà, là on est en plein devant la loco 403 qui est sur cette ligne depuis 1903 quand même. Elle est plus que centenaire. À la fin du 19e, quand ce train a été mis en service, il n'y avait que ça pour circuler. C'était ou le dos d'âne ou le train. Il n'y avait pas d'automobile, ou très peu. Et voilà, le train servait bien aux gens de la montagne pour descendre dans la vallée, travailler, aller au marché, aller vendre leurs produits. Nicolas et Élodie quittent les gorges du Doubs pour descendre la vallée du Rhône par un itinéraire mythique, la route de la Corniche. Une belle vue aussi sur la vallée du Rhône. À droite, on le voit le Rhône, regarde. Oui, il est magnifique. Avec Ah, de là, il paraît bien bleu. Cette route est spectaculaire par ses points de vue. On est à 3, 4, 5 ou 600 mètres à certains endroits. Et donc, on a vraiment une vue splendide sur la vallée du Rhône, mais bien souvent même sur les montagnes d'Ardèche et le Massif central. la route entre deux montagnes. Eh oui. La route tracée en lacet circule au cœur du vignoble de Saint-Joseph. Et on découvre vraiment les vignes en coteaux avec ces petits murets. Elle descend ensuite vers la ville de Tournon-sur-Rhône et offre alors des belvédères sur le fleuve. Nicolas et Élodie s'arrêtent pour profiter d'un panorama sur l'un des célèbres méandres du Rhône. Là, on a la vue sur toute la ville de Tournon, t'as l'Ermitage en face, avec sa chapelle qui est bien connue, qu'on aperçoit en haut. On a le Rhône, qu'on appelle aussi le fleuve roi, qui a quand même un côté majestueux, un grand fleuve. Le Rhône marque la frontière entre l'Ardèche et la Drôme. Les deux départements sont reliés par l'un des premiers ponts suspendus à câbles d'Europe. Construit en 1825, c'est le pont emblématique de Tournon-sur-Rhône. Donc ça, c'est le château de Tournon, qui est un ancien château féodal qui date du Moyen-Âge. Il permettait en fait de surveiller la plaine alluviale du Rhône. Et beaucoup de ces châteaux le long du Rhône percevaient des péages, d'où la nécessité de dominer à la fois la route qui longeait les rives et aussi le trafic qui pouvait se faire par voie fluviale. Élodie et Nicolas continuent leur périple à une quinzaine de kilomètres vers le sud.
Il se dirige vers l'un des sites les plus spectaculaires de la vallée du Rhône. Au sommet de son éperon calcaire, l'impressionnant château de Crussol. Au pied de la forteresse, le village était protégé par des remparts. Élodie et Nicolas pénètrent d'abord dans l'enceinte du village. Une centaine d'habitations sont serrées les unes contre les autres, le long de ces petites ruelles. Ce site, il est quand même particulièrement grandiose. Là, on longe les remparts les plus bas, qui par exemple ont été rénovés pendant la guerre de 100 ans. Donc on est vraiment dans la grande histoire, là. Moi, j'ai l'impression de voir les gens qui habitaient. Les parties des habitations, la cheminée, les fenêtres, les anciennes poutres, on imagine les greniers, on imagine les réserves. Donc là, on est vraiment dans un petit village. C'est sportif, hein, les visites ici. La pente abrupte servait de barrière naturelle. Au Xe siècle, Crussol est un village refuge. De tout temps, depuis l'Antiquité, on construisait en hauteur pour pouvoir guetter, bien sûr, les alentours. Et au cours du Moyen-Âge, on a traversé une grosse période d'insécurité, d'où la nécessité d'avoir des habitats fortifiés, de construire ces villages perchés, et donc ce processus d'incastellamento, ou enchâtellement en français, où on avait le château fort et le village tout autour. Et plus le seigneur était puissant, plus sa tour était haute. Au sommet, la vue à 180 degrés permettait de contrôler toute la plaine. Vue sur le Rhône, vue sur le rocher, tout le rocher de Crussol. Une situation géographique unique qui a fait de Crussol une place forte utilisée jusqu'au XVIe siècle, pendant les guerres de religion. On peut aussi comprendre le château, son organisation, avec par exemple ici une tour d'enceinte qui permettait sûrement de contrôler les accès par ce côté, par le haut du rocher de Crussol, et la partie plus habitat qui est juste ici derrière, avec ces grandes fenêtres qui ont été réaménagées à la Renaissance. Élodie et Nicolas quittent la vallée du Rhône. Après avoir roulé une cinquantaine de kilomètres, ils arrivent au pied des monts d'Ardèche. Ils abordent la montagne par l'une des plus belles routes de la région. Cette route, elle est connue des Ardéchois. Son surnom, c'est la route des paysages parce qu'on est tout le long sur une ligne de crête. Et là, on est en train d'escalader les premiers contreforts du Massif central. Et on a toujours des paysages à perte de vue. Ah, on commence à redécouvrir les genêts en fleurs, là. Superbe. Ouais. Alors on voit au niveau de la végétation, là, on a des érables, des hêtres, qu'en Ardèche on appelle des faillards, et des châtaigniers. Et plus on va monter, moins il va y avoir de châtaigniers. La route serpente en suivant l'école et monte petit à petit en altitude. Au-dessus de 650 mètres, la moto atteint des forêts de résineux. Sur la droite, c'est impressionnant. On voit vraiment énormément de terrasses de culture. C'est vraiment un élément marquant du paysage ardéchois et notamment des contreforts du Massif central. Parce que pour vivre dans la pente, il fallait empêcher la terre de partir, il fallait avoir des terrains plats. Donc toutes ces montagnes étaient construites avec des terrasses. En altitude, les reliefs volcaniques apparaissent dans le paysage. Là encore une vue superbe. En plus, on bénéficie des rayons du soleil. Là, c'est magique.
À 1400 mètres, Élodie et Nicolas marquent un arrêt pour profiter de ce panorama unique. Cette fameuse ligne des Sucs qui est en face de nous, qui domine le paysage partout qu'on soit, c'est une sorte de signal. Alors à gauche, là le Gerbier, tout à droite le Mézin qui a un peu la forme d'un chapeau de cow-boy. Et au milieu, mon préféré, le Suc de Sarrat, qui fait une espèce de pointe là, bien visible au milieu. Ce volcanisme des Sucs, c'est vraiment la spécificité de la montagne ardéchoise et c'est un peu son côté original. Élodie et Nicolas poursuivent leur route vers les Cévennes ardéchoises, par le massif du Tanargue, surnommé la montagne du tonnerre. Sur ces reliefs se brisent les masses d'air chaud venues de la Méditerranée toute proche. La moto aborde le col de Méran, à 1370 mètres, l'un des plus grandioses de l'Ardèche. On est en train de descendre de la montagne ardéchoise. On va rentrer dans la Cévenne ardéchoise. C'est une vue qui est saisissante. Moi, je connais des gens qui, après avoir descendu le col de Meyran, ont décidé de venir habiter en Ardèche. Sur ces routes cévenoles, Élodie a prévu de faire découvrir à Nicolas les plus beaux villages perchés de la région. Alors là, on découvre le village de Loubarès. C'est vraiment un village frontière entre la Cévenne et la montagne qui existait déjà au Moyen-Âge. On pense qu'il pouvait y avoir une tour et que les pierres de la tour ont été réutilisées pour construire l'église. Loubarès, aujourd'hui le plus petit village d'Ardèche, est niché sur un promontoire. Ici, les villages se sont construits en tirant parti de ce territoire sculpté dans la roche. Dans les gorges de la Borne, voici une curiosité remarquable. Accrochée à son piton rocheux, la tour du château de Borne domine la rivière. Au milieu d'une vallée sauvage, la moto roule maintenant vers la dernière étape du parcours. Cette descente est magnifique. On a une vue sur le bas qui est splendide. Voilà, un dernier virage et on est quasiment arrivé à Tignes, tout en haut de sa corniche. Tignes, isolé au sommet de sa colline, est l'un des plus beaux villages cévenols. Juchée tout en haut du village, l'église est un véritable joyau de l'art roman. Construite au XIIe siècle, elle a longtemps été fréquentée par les pèlerins sur le chemin de Compostelle. L'entrée se fait sur le côté, ce qui est typique des églises du sud de la France. Il faut contourner le bâtiment pour admirer le portail. Ce magnifique portail est exceptionnel par la qualité des sculptures qu'on peut admirer, et notamment le linteau, ici, qui représente d'un côté l'entrée au temple de Jérusalem, qu'on reconnaît avec ses deux tours, et à côté une représentation de la scène, c'est-à-dire le dernier repas du Christ. C'est vraiment un grand mystère que de savoir pourquoi à Tignes on a une aussi belle église que ça. Parce qu'on est certes sur un joli village, un bel éperon rocheux, mais c'est un village qui est tout petit et qui abrite une église qui est quand même d'une splendeur exceptionnelle.
Élodie et Nicolas ont le privilège de monter en haut du clocher pour un point de vue unique. Ah, mais ça valait le coup de venir, là. T'as vu ça? Ouais, magnifique. C'est super. On a une magnifique vue sur ces petites gorges, cette petite vallée de la Tine, là. À Tine, la vue est spectaculaire d'habitude, mais d'ici, c'est encore plus spectaculaire. D'autant plus que toute la partie qui est de l'autre côté des cloches, en fait, quand on est au pied de l'église, on ne peut pas la voir, puisqu'on est au bout de l'éperon rocheux, on ne peut pas aller plus loin. Souvent, on pense que vivre sur la Montagnère des Choisses, c'est très difficile, parce que c'est rude, parce que c'est isolé. Moi, personnellement, je me demande en fait comment on peut vivre ailleurs.